De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Zong, Raphaël Elono, Dianzia Oris Armel Bonhoulou. Alors, vous voulez justement réagir aux propos de M. Zong? Non, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment voudrait-on que Kabila parte du pouvoir s'il n'y a pas d'élection? Si les élections du 23 décembre sont repoussées, Kabila est toujours au pouvoir. Mais avec quoi est-ce qu'on va le faire partir du pouvoir? Il peut démissionner. Il peut partir. Il a déjà fait 2 mandats. 2 mandats. Donc... Non, les choses ne se passent pas comme ça. Moi, ce que j'aimerais préciser, il veut préserver la paix. C'est qu'il faut que l'opposition elle-même aussi joue le jeu démocratique. Vous voyez, même pour gagner l'élection, on n'a pas besoin forcément de s'accabler non sur la volonté du président de maintenir le pouvoir. Pourquoi pas nous encourager l'opposition à s'organiser? Pourquoi ne pas pousser Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi à pousser une candidature unique? Et ça augmente les chances de l'opposition à gagner les élections. On ne va pas toujours s'attarder sur le fait que Kabila veut se maintenir, Moi, je pense... Alors, pour parvenir à une candidature unique, même s'il y a une candidature unique au sein de l'opposition, il faut aussi l'élection. Et pour l'instant, c'est le flou total quand même. Les Congolais doutent encore de la tenue de ce scrutin le 23 décembre. Oui, donc là, au niveau jeu démocratique, la balle est plutôt dans le camp du pouvoir que de l'opposition. Les gens ne peuvent même pas manifester. Vous le savez, ça? Oui, effectivement. Comment on va préparer une élection présidentielle sans faire des meetings? Nous le savons. Ça, nous le savons. Mais l'opposition est quand même capable de connaître sa force de frappe sur le terrain. Mais on vous interdit... L'opposition a quand même la capacité. Il y a des chiffres des élections passées. Les élections passées, par exemple, moi, je reproche à l'opposition congolaise de n'avoir pas poussé une candidature unique. Par exemple, aux élections de 2011. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Le mode de scrutin, même en Afrique, le plus souvent dans la plupart des pays, ne pousse pas à la candidature unique. L'objectif d'un parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. Mais quand vous avez... Lorsqu'il n'y a pas de tour, il n'y a pas de tour. Voilà. Alors effectivement, Voilà que vous apportez la réponse à ma question. Quand déjà vous avez un mode de scrutin qui favorise, qui avantage celui qui est en face de vous. Or, mais c'est vicieux. Alors quand même, M. Bonhoulou a raison. Bon, on en a parlé à plusieurs reprises de l'opposition, du fait qu'elle n'est jamais parvenue à une candidature commune. Donc peut-être faire front commun, c'est la meilleure chance. Le président en face, le président sortant, sait bien que ça ne peut pas se faire parce que l'objectif d'un parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. Et il n'y a qu'à 2 tours parce que le premier tour, c'est quoi? Ça sert à éliminer. Et le second tour, ça sert toujours à choisir. Quand déjà vous n'avez qu'un tour, c'est déjà, c'est-à-dire on vous saute déjà au cou, vous n'avez même pas moyen, bon, chacun a envie d'arriver au pouvoir. Et c'est vicieux de la part de celui qui est au pouvoir. Parce que quand on parle toujours des oppositions en Afrique, ces oppositions-là, vous aurez beau édicter le programme le plus beau du monde, vous aurez beau tenir des discours les plus flatteurs, les discours les plus mirobolants, mais en Afrique, ça ne tient pas. Parce que ceux qui tiennent les rênes du pouvoir en Afrique, ce ne sont que des dictateurs qui veulent asseoir leur pouvoir de force. Le peuple même n'est même pas sollicité. Ces gens-là ne sont pas là par la volonté du peuple, ils sont toujours par la volonté des forces qui les soutiennent de l'extérieur. À ces forces-là, qu'est-ce qu'ils leur donnent? Une partie des richesses de leur sous-sol. Et ces forces-là viennent les soutenir, au grand mépris du peuple. Le peuple n'a rien à voir. Tout le monde veut bien aller aux élections. Mais il faut que ces élections soient transparentes, qu'elles soient claires, qu'elles s'opèrent suivant les règles démocratiques. Moi, je comprends bien le souci du politologue. Lui, il veut analyser les choses avec les lunettes de l'Occident. Mais sauf qu'en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est comme ça que la plupart des politologues africains se trompent toujours. Parce qu'ils ont appris leur politique ici en Occident, et avec les ingrédients de l'Occident, qu'ils veulent transposer en Afrique. Sauf qu'en Afrique, ceux qui sont au pouvoir ne leur donnent pas l'occasion. Mahamat Zong. Je tiens à dire quelque chose qui me semble important. Tout l'appareil administratif, tout l'appareil policier, tout l'appareil répressif, et surtout, toutes les finances publiques, quand elles sont gérées de manière quasi mafieuse. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il y a la fraude en amont. Je vais vous donner un exemple très simple. Bolloré a quelques ennuis là, avec la justice française. Il a aidé énormément
Faure et Yancibé dans la préparation des élections. Qu'est-ce qui se passait? Quand les militants de l'opposition ou les responsables de l'opposition organisent un meeting, le président est informé et Bolloré met à sa disposition des hélicoptères pour aller distribuer de l'argent dans la ville où viendra le candidat de l'opposition. Donc il y a déjà une préparation en amont. Ouais. Les gouverneurs, les chefs de province, les ministres. Il y a d'ailleurs des affiches aujourd'hui à Kinshasa qui disent Kabila président, des partis politiques qui font partie de la majorité présidentielle. Déjà. Et en même temps, on interdit aux gens de manifester, on massacre les gens dans les églises, on tue les enfants mais pratiquement chaque jour, sans parler des viols des femmes. Non, mais c'est pour mettre fin à tout ce que vous venez de citer, que nous croyons que l'issue possible en RDC sera l'organisation des élections. On a entendu. Non, ça, il faut qu'on soit clair. On est d'accord. Une élection supervisée par la communauté internationale ne peut pas non permettre que Kabila soit encore candidat, parce qu'elle est maintenant supervisée par l'international. Combien d'élections en Afrique ont été supervisées? Combien d'élections en Afrique? Écoutez. Et au sortir de ces élections... Alors on va laisser terminer Diandia. Moi, je ne fais pas des débats passionnés. Moi, j'analyse la situation en toute impartialité. Nous aussi. Et moi, je tiens à vous dire qu'en 2011, si l'opposition, les chiffres sont clairs, si l'opposition avait envoyé une candidature unique contre Kabila, elle gagnait les élections. Vous partez du principe que... Non, le principe, c'est les chiffres qui en parlent. Vous partez du principe que M. Kabila... Mais l'opposition est partie en dispersée. Bon, enfin, en tout cas, ce n'est pas à cause de l'opposition que l'élection n'a pas été organisée depuis 2016. Même la stratégie qui est adoptée par l'opposition, souvent aussi ne tient pas. Oui. Elle ne tient pas. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours divisée? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Oui. Voilà. Regardez même les résultats des élections de 2011. On a les chiffres. Oui, les chiffres sont là. Oui. Ces chiffres sont fournis par qui? C'est par l'administration du territoire où Kabila est président. C'est ça le problème en Afrique. C'est que les chiffres officiels, qu'ils soient faux ou pas, en face, vous ne pouvez pas les contredire. Parce qu'on va vous dire que ce sont les chiffres officiels. Ils sont sortis du ministère de l'Intérieur. Et de l'administration du territoire. Voilà. Moi, je me demande bien quelle solution préconisez-vous pour le Congo dans la situation actuelle? Des élections crédibles, c'est tout. Fiables. Et que le président s'engage en cas de défaite de transmettre le pouvoir tranquillement à l'opposition. Est-ce qu'ils sont d'accord pour une alternance politique et une alternative avec un contenu réel? C'est ça ce que les gens attendent de M. Kabila. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il a déjà fait 2 mandats. 2 mandats. Il veut encore rester? Et il devait partir. Non, mais effectivement, non, ça, nous sommes d'accord sur ce principe. On peut organiser une transition. Sur ce principe-là, je suis d'accord avec vous. Les accords de la Saint-Sylvestre. Effectivement, le M. Kabila tente non de se maintenir au pouvoir. Et le souhait de tout le monde, de tous les Africains aujourd'hui, c'est de le voir non quitter le pouvoir. Sauf que lui, il maintient les rênes de cette histoire. Comment est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour que Kabila quitte le pouvoir? C'est ça. Il ne suffirait pas de rester en train de parler, en train de critiquer à chaque fois sur la fiabilité de l'élection et espérer donc qu'il parte. Il y a un principe très simple. Il faut emmener l'opposition à s'organiser et à faire avec le fichier, avec les recommandations de l'Organisation de la francophonie. Oui. Ça, c'est déjà une bonne avancée pour moi. Il y a un principe. C'est déjà une bonne avancée. Vous êtes politologue? Oui, effectivement. Regardez, il y a un principe très simple dans les fonctionnements d'une démocratie. Okay. Il faut un dialogue permanent. Il faut que entre pouvoir et opposition, il faut que les citoyens puissent s'exprimer librement, à la fois dans les médias publics, dans les médias privés, et qu'ils puissent manifester. C'est extrêmement important. Donc, mais ils n'ont pas le droit de manifester. Même quand ils vont prier, on leur tire dessus dans les églises. Enfin, c'est pas sérieux, ces trucs-là. C'est de l'intimidation. Si l'élection est reportée pour le 23 décembre, Kabila reste au pouvoir. Nous, le problème, ce n'est pas de reporter les élections. C'est que les élections se tiennent. Mais qu'on n'assiste plus à ces intimidations. Que le peuple sache que quand je vais être dans l'isoloir, je pourrai m'exprimer clairement avec mon bulletin de vote. Mais quand on commence déjà à tirer sur les gens dans les églises, les gens qui veulent manifester, c'est de l'intimidation et ça fait partie de la tactique gouvernementale pour impressionner les gens, pour que ces gens-là
n'aille même pas... Moi, je vous dis qu'il y a des procès-verbaux même qui sont cachés. Ça ne nous racontez pas des histoires. Des procès-verbaux vierges qui sont cachés dans des tiroirs des ministères et qui seront remplis au moment opportun et qui feront office de chiffres officiels. Ça, dans les dictatures, c'est comme ça que ça se présente chez nous en Afrique. Ne nous voilons pas la face. Et c'est pour cela que je dis que vous, en tant que politologue, vous faites votre métier, sauf que vous regardez l'Afrique avec les lunettes de l'Occident. Mais je voulais juste dire une chose. Vous déplorez, vous semblez déplorer le manque d'unité de l'opposition. Or, vous n'êtes pas sans savoir que M. Katumbi et M. Tshisekedi ont fait une tournée commune en Europe. Ils sont allés aux États-Unis. Oui, on est bien d'accord. Deuxième chose, on est en train de sortir des histoires, mais d'hypocrisie totale en République démocratique du Congo, en disant que M. Katumbi aurait la nationalité italienne, alors qu'il y a plein de membres du gouvernement congolais qui ont la double nationalité, alors que c'est interdit par la Constitution. Oui, et on nous sort maintenant le truc de congolité, comme on nous avait sorti déjà le problème de l'ivoirité. Et on a vu à quelle catastrophe ça mène, ce genre de truc-là. Il a été quand même gouverneur pendant quelques années. Ça n'a pas empêché les gens de savoir qu'il était italien ou pas. Voilà, exact. C'est autant d'intimidation. Bon, ben moi, j'ai face à moi deux adversaires qui Alors, on rappelle quand même que vous n'êtes pas représentant du régime congolais. Voilà, je ne suis même pas congolais. Je suis ivoirien. On le précise. Je suis même de l'Afrique, même occidentale. Là, ça me rassure. Je ne suis même pas congolais du tout. Mais bon, je peux défendre Kabila sans être congolais. Non, moi, je ne défends pas Kabila. Vous voyez, il faut qu'on se... Il faut l'avouer. C'est l'issue de la crise. C'est la solution que nous sommes en train de rechercher. Y a-t-il une solution aujourd'hui, autre que non les élections au Congo? Moi, je ne vois pas. Alors, mais je pense que tout le monde est d'accord. 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 Voilà. Si aujourd'hui, l'OIF, les experts de l'OIF affirment, et c'est paru ici dans sur le journal... Non, écoutez, laissez-moi terminer. Et c'est paru sur le journal de l'Afrique 24, que le scrutin est inclusif, qu'il est exhaustif, qu'il est actualisé, mais perfectible. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait. C'est pour dire que la perfection aussi n'est pas... Oui, mais quand même, on parle de millions d'électeurs. On parle quand même de millions d'électeurs. Le président de la CENI a dit qu'il n'y a pas de fichier parfait. Non, tout a été précisé, tout a été vraiment précisé en la matière. Alors, est-ce que l'OIF n'a quand même pas observé là un certain laxisme par rapport aux autorités congolaises? Si, effectivement, l'OIF l'a mentionné. L'OIF a mentionné beaucoup d'irrégularités. L'OIF aussi a mentionné le doute de voir une élection crédible. Mais la faille, elle a été révélée. C'est 16%, c'est-à-dire 6 millions d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale. Mais la faille est toujours là. Voilà, et ces 6 millions, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que l'OIF nous a dit? L'OIF nous a rapporté que les 6 millions d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte ont déjà leur identité dans les fichiers historiques. Ils figurent en double ou quoi? Ils sont identifiables. Non, c'est selon les titres de l'OIF. Ça, c'est pas moi qui l'invente. On a lu la même étude là. Voilà, c'est pas moi qui l'invente. Donc, les 16 millions ont déjà leur identité établie. Il n'y a que 1 million d'électeurs parmi les 6 millions qui n'ont pas une identité fiable. Mais comme je le disais en tant que politologue, les 1 million qui n'ont pas d'identité fiable, est-ce qu'on pourra les traiter dans les 6 mois à venir jusqu'en décembre, sachant que la déclaration de candidature commence en juillet 2018, est-ce qu'on pourra les traiter? Et si ce n'est pas possible, les 1 million d'électeurs dont les fichiers, dont l'identité ne figure pas des fichiers historiques, peuvent être écartés puisqu'ils ne modifieront pas le vote au Congo. 1 200 000 cartes d'électeurs se sont envolées, évaporées. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont évaporées. Elles sont où? Le président de la CENI est incapable de dire où elles sont. Voilà, mais c'est ce que le général a dit. Mais 1 million? Non, le général malien, qui est à la tête de la commission d'experts, a dit qu'il faudrait aussi chercher à savoir la raison pour laquelle, ces fraudes ont eu lieu, la raison pour laquelle les gens n'ont pas d'empreinte digitale. Il a voulu dire de manière polie, voilà. Il a voulu dire de manière polie, vous êtes en train de préparer la fraude. Non, 1 200 000 cartes d'électeurs. Ouais. Vous savez que ça peut comme on a augmenté le nombre de circonscriptions. Oui. D'accord? Donc, dans certaines zones, plutôt à l'ouest, oui, où l'opposition est assez forte, oui, on n'a pratiquement pas augmenté le nombre de députés.
Par contre, ailleurs, on a considérablement augmenté et on a même trouvé des croissances de population extrêmement incroyables. 34%, 40%, 47%. Entre 2011 et 2018. Oui. Et la même administration est incapable même d'identifier ses citoyens. Pour qu'on aille aux Elle ne les connaît pas. Notre souhait est qu'on aille aux élections. Mais pour qu'on aille aux élections, il faudrait que M. Kabila arrête l'intimidation. Arrête l'intimidation. Et qu'il dise aux Congolais, voilà, vous êtes libres d'aller vous exprimer en votre âme et conscience. Et qu'il laisse tout le monde s'exprimer. Parce que vu la souffrance des gens, je parie que M. Kabila ne peut même plus avoir 2%. Il ne peut même plus avoir 2%. Vu la souffrance qu'il a fait subir aux Congolais. Effectivement, tous les sondages déjà donnent Kabila et le régime de Kabila perdant, quel que soit dans le candidat qui est choisi. Mais ça, c'est un jeu. Ça, c'est déjà clair. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. On marque une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite. Okay.